de nous choisir. Il est midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, Khalifa Sall, 1 an de prison ce 7 mars. Ses partisans appellent à un grand rassemblement cet après-midi à l'hôtel de ville de Dakar. Sur place, l'on attend une issue heureuse du procès de l'édile de la capitale. L'affaire Khalifa Sall, du début jusqu'à nos jours, a tenu l'opinion sénégalaise en haleine. Retour sur un dossier politico-judiciaire qui n'a pas encore connu son épilogue. Karim Wade, État du Sénégal, l'ancien ministre d'État, a porté plainte pour détention arbitraire auprès du tribunal de grande instance de Paris. C'est son ancien chef de cabinet qui l'a révélé. Il s'appelle Bachir Diawara. Du tintamarre politicien, c'est le qualificatif que Benoît Sambou donne aux multiples sorties d'Idrissa Seck qui s'en prend au régime de Macky Sall. Et à propos de la déclaration de Youssou Ndour, le responsable apériste de Ziguinchor pense que le président de Féké Macky Bolé n'a jamais été en contradiction avec la mouvance présidentielle. Ce n'est pas moins qu'une hécatombe. Beaucoup de conducteurs de 2 roues perdent leur vie dans les accidents de la route. Piétons et automobilistes les qualifient d'indisciplinés dans leur comportement. Et selon eux, cette accusation n'est nullement fondée. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Le tour du monde en quelques minutes, mais en attendant les titres de l'actualité internationale. Alors au Burkina Faso d'abord, des détails de l'enquête sur le double attentat de vendredi dernier ont été révélés. La procureure du Faso a fait une conférence de presse pour apporter des précisions. 4 assaillants au lieu de 5 ont attaqué l'état-major. Un bâtiment où devait se tenir une réunion du G5 Sahel était visé. 8 personnes ont été arrêtées et gardées en vue à ce stade des investigations. En Guinée-Bissau, la BCEAO sur le point d'exécuter les sanctions de la CEDEAO à l'endroit de 19 personnalités. Le président José Mario Vaz s'est entretenu avec le directeur de l'institution financière. Aux alentours de 12h20, la page des sports avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Antoine Diouf. Le menu pour le moment. Santingom, sociétaire de FC Nantes, la nouveauté dans la tanière. Armand Traoré, Baye Oumar Niasse, Papi Misson, Djilabodji et Papa Ndiaye Soirée reviennent après une traversée du désert. Aliou Cissé a fait face à la presse ce matin pour publier la liste des joueurs devant prendre part aux rencontres amicales prévues durant ce mois de mars. Nous allons aussi parler de Génération Foot qui a chuté certes hier face à l'équipe de Oroya, c'est en Ligue des Champions. Des regrets. Tout de même, Génération Foot compte remettre les pendules à l'heure pour se qualifier lors de la match retour prévue exactement dans 10 jours à Dakar. Et puis nous allons nous intéresser aussi à la lutte pour parler de ce combat devant opposer Boy Niang à Sathiès. Ce sera ce samedi, plutôt dimanche prochain, au stade Léopold Sédar Senghor. Mbaye Sidi Mbaye signe la chronique du jour et dans Point de vue, nous parlerons de ces appels multiples lancés par les élèves pour un retour des enseignants en classe. Que dites-vous de la détresse des élèves? Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le maire de Dakar a fait exactement 1 an à Rebeuss. Khalifa Babacar Sall a été envoyé en prison le 7 mars 2017 dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Pour marquer ces 12 mois d'incarcération de leur mentor, les partisans de l'édile de la capitale appellent à une mobilisation cet après-midi à l'hôtel de ville de Dakar. Une manifestation qui va intervenir à 23 jours du verdict très attendu du procès de Khalifa Sall. Et sachez que ses collaborateurs à la mairie sont confiants quant à l'issue de cette affaire. Ils continuent de vivre avec tristesse quand même l'emprisonnement de Khalifa Sall. Reportage Salimata Aou. Choqué, profondément choqué par la manière dont le pouvoir actuel a combattu avec le maire Khalifa Sall. Assis sur un banc dans l'enceinte de la mairie, une casquette noire sur la tête, Serigne Moustapha Touré est agent municipal. Après 1 an de détention de leur édile, cet employé déclare que Khalifa Sall est un détenu politique, mais il attend la décision du juge. Mais vous savez qu'au Sénégal, il n'y a pas de loi. La loi est faite pour être violée. On viole la loi. Que, bon, vraiment, les plus forts mangent toujours les plus faibles. On attend là, on a la décision de la justice. Le travail continue à la mairie. Au bureau des courriers, cette dame annonce qu'ils sont tristes, mais le maire les exhorte toujours à ne jamais baisser les bras.
On a vécu ça difficilement, mais vu la situation, on n'y peut rien. On attend la justice tranchée. Ouais. On a confiance, mais on a confiance aussi à notre maire. Carrément, franchement. On fait très bien notre boulot. Les yeux larmoyants, Jojo est aussi une employée de la municipalité. Selon elle, la présence du maire est nécessaire car c'est un leader qui pousse ses agents à aller toujours de l'avant. Chaque jour en allant au boulot, j'ai le cœur lourd. Je ne peux pas m'habituer à son absence. On continue le boulot malgré tout car nous ne voulons pas le décevoir. Mais c'est triste quand même. Khalifa Ababakar Sall en prison depuis 1 an, les agents municipaux s'acquittent correctement de leur travail, même si la tristesse est le sentiment le mieux partagé. Toutefois, il espère la libération du député maire de Dakar le 30 mars prochain. L'affaire Khalifa Ababakar Sall de A à Z, caisse d'avance ou fonds politique. En tous les cas, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce dossier politico-judiciaire. Une affaire qui a tenu l'opinion en haleine. Binta Diallo. Les choses sérieuses ont commencé le 3 mars 2017. Le procureur de la République se prononce sur le dossier Khalifa Ababakar Sall. Et 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 7 mars 2017, le maire de Dakar et ses collaborateurs sont envoyés en prison. Tous poursuivis d'un détournement présumé de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. L'argent tournerait autour d'1,8 milliard de francs CFA. Le 3 avril 2017, le doyen des juges refuse la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Khalifa Sall. Ces derniers ne désespèrent pas et saisissent la Cour suprême. Coup de jarnac, 4 jours après que le patron de Dakar a bouclé son 100e jour à la citadelle de Rebeuss, l'info tombe. La Cour suprême, à son tour, vient de lui refuser une autre demande de liberté provisoire. Entre confrontation et saisine de juridiction du pays et de la CEDEAO, le procureur Serigne Bassirou Gueye accélère la cadence judiciaire. Demande de levée de l'immunité parlementaire. Nous sommes le 26 octobre 2017. Malgré les controverses autour de cette levée ou non de l'immunité de Khalifa Sall, elle fut faite finalement, non sans heurts, le 25 novembre 2017. 5 jours après, l'observateur renseigne que le procureur de la République a remis son réquisitoire introductif au doyen des juges Samba Fall. Dès lors, les carottes semblent être cuites pour Khalifa Ababakar Sall qui accepte finalement ce qu'il avait refusé au départ, le cautionnement de 2 milliards de francs CFA pour une liberté provisoire. L'État refuse et le procès devient alors inévitable. Le 14 décembre 2017, Khalifa Ababakar Sall et compagnie convoqués à la barre du tribunal de grande instance de Dakar. Après 2 reports, l'audience s'ouvre finalement le 23 janvier 2018 sur fond de débats techniques. Un procès qui aura duré 22 jours. Le procureur a requis 7 ans de prison ferme et une amende de plus de 5 milliards de francs CFA contre Khalifa Ababakar Sall et Mbaye Touré, le DAGE de la mairie de Dakar. Délibéré très attendu le 30 mars prochain. Binta Diallo, Karim Wade a porté plainte contre l'État du Sénégal pour détention arbitraire auprès du tribunal de grande instance de Paris. C'est son ancien chef de cabinet qui l'a fait savoir ce matin. Et d'après Bachir Diawara, la condamnation de Wade fils par la CREI est sans objet. Il était l'invité de RFM Matin. La détention arbitraire de Karim Wade est reconnue par tous les démocrates du Sénégal, par tous les citoyens qui sont épris de justice, tous les gens qui veulent véritablement une démocratie vivante considèrent que Karim Wade a été détenu de manière arbitraire. Voilà pourquoi il porte plainte contre détention arbitraire. Et je vous le dis encore une fois, avant que Karim Wade même ne porte plainte contre l'État du Sénégal contre détention arbitraire, l'ONU, à travers une de ses structures d'élite, à savoir le groupe de travail des Nations Unies, avait bien dit que Karim Wade était arbitrairement détenu. Mais est-ce qu'on peut parler réellement de détention arbitraire dans la mesure où la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, l'a reconnu coupable du délit d'enrichissement illicite et l'a condamné? Est-ce qu'on peut parler de détention arbitraire dans ce cas? Mais c'est parce que la CREI
dans même son essence est dans l'illégalité totale. Nous l'avons toujours dit. La CREI s'est toujours inspirée d'une loi scélérate qui ne garantit pas, en tout cas, les principes, le respect des principes d'état de droit, les principes véritablement de droits humains. La CREI est une juridiction qui est complètement en déconnexion, n'est-ce pas, des règles de notre démocratie moderne. Malgré tout, elle a condamné Karim Wade. La condamnation de la CREI n'a aucun sens à notre avis parce que, encore une fois, c'est un tribunal qui, quelque part, est une parodie de justice. La CREI, pour nous, c'était une comédie judiciaire dont l'objectif était véritablement de neutraliser un adversaire politique, Karim Wade. Benoît Sambou, sur les attaques d'Idrissa Seck contre le régime de Macky Sall, c'est du tintamarre politicien, a dit le responsable apériste de Ziguinchor au sujet de Youssou Ndour. Il dit que le patron de Feké Mathi Bolé n'a jamais été en contradiction avec la mouvance présidentielle. Benoît Sambou est au micro de Lamine Ba. Nous sommes dans une année préélectorale. Bien sûr, il faut que chacun joue sa partition. Idriss Seck est dans ce qu'on sait de lui, ce qu'il a toujours fait, les déclarations intempestives, les fake news, ce que les Américains, les journalistes appellent les fake news, c'est-à-dire les déclarations intempestives qui n'ont aucun fondement, mais qui jettent le trouble dans l'esprit des populations. Donc à ce niveau, nous sommes par excellence dans la période de ce que d'aucuns pourraient appeler la politique politicienne. Le débat devrait porter sur le programme. Le débat devrait porter sur les réalisations du président de la République. Qui peut nier les réalisations qui ont été faites dans le Sénégal aujourd'hui? Le président de la République qui a choisi d'être aux côtés du monde rural, aux côtés des couches déshéritées. Avant lui, personne ne l'a fait. Aujourd'hui, le réseau routier au Sénégal est multiplié par 10 depuis 5 ans. De grands programmes sont mis en œuvre, des programmes sociaux, la baisse de l'électricité qui impacte, des programmes qui impactent dans le panier de la ménagère. Parce qu'on disait que la croissance ne se mange pas. Mais aujourd'hui, au Sénégal, la croissance se mange. C'est ça aussi le pays où les gens aiment faire des déclarations intempestives ou annoncer de gros titres. Mais Youssou Ndour n'est pas en contradiction avec le président de la République. Il n'est pas en contradiction avec la vision du président de la République et ses réalisations. Donc, je dis, nous sommes dans un paysage médiatique qui fait beaucoup de bruit. C'est pas qu'on tient, il est dans la coalition. Il n'a jamais créé la coalition. Il est 12h12 partout au Sénégal et vous suivez le grand journal sur RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Revoilà l'affaire des élèves maîtres. Les deux collaborateurs du ministre Serigne Mbaye Thiam cités dans ce scandale ne sont coupables de rien d'après l'enquête qui avait été ouverte. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui réagit ainsi suite à la sortie du secrétaire général du CELS authentique. Abdou Fati a dénoncé hier le retour de ces deux collaborateurs de Serigne Mbaye Thiam au ministère. Le directeur de la formation et de la communication du dit ministère apporte des précisions sur cette affaire. Voici Mohamed Moustapha Diagne avec El Hadj Ndiogoudien. Ceux qui sont cités par M. le secrétaire général Abdou Fati ne sont pas coupables. Les coupables dans l'affaire des élèves maîtres, ils ont été désignés par les enquêtes et par la justice. Je pense qu'il faudrait que ça soit très clair. Maintenant, je regrette qu'il y ait dérive dans le cadre donc des revendications. Mais même s'ils n'ont pas été reconnus coupables, ces deux collaborateurs du ministre avaient été cités dans ce scandale des élèves maîtres et ils avaient été même relevés de leurs fonctions. Avoir été cités ne signifie pas être coupable. À ce que je sache, ceux qui sont cités ne sont donc ni à l'origine, ni donc dans le cadre des faits incriminés, ni donc cités comme coupables par la justice ou par les enquêtes qui ont été menées. La plupart des questions, en tout cas la problématique essentielle, elle est financière. Le ministre de l'Éducation nationale ne gère pas les finances des enseignants. Donc les questions, c'est des questions de mise en solde, c'est des questions de rappel, c'est la question liée à l'unité de logement. Ça, c'est des questions que nous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale, ne gérons pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui est de la question de la formation, par exemple, elle est très avancée. Elle est épuisée même sur ces questions-là que gère le ministre de l'Éducation nationale. La situation de l'école sénégalaise est toujours préoccupante. Les syndicats d'enseignants poursuivent toujours leur plan d'action. Sans lui, l'érosion côtière a impacté
impacté l'école Cheikh Touré, dont une bonne partie a été isolée par mesure de sécurité. Conséquence de tout cela, les effectifs qui étaient de 1500 élèves ont été réduits jusqu'à 700 et les transferts d'élèves dans d'autres établissements scolaires à 3 mois de la fin de l'année n'agréent pas du tout les parents. Correspondance Mohamed Nabissila. L'arrêté préfectoral interdisant l'usage d'une bonne partie des classes de l'école Cheikh Touré pour des mesures de sécurité inquiète les parents d'élèves qui ne veulent pas du transfert de leurs enfants. Mais si maintenant vous continuez à vraiment vouloir fermer l'école, une partie de l'école, et faire déguerpir les enfants vers d'autres lieux, mais prenons le temps d'y réfléchir. Mais à 3 mois de l'année scolaire, c'est impossible. Elhaj Arouna Ndiaye, président du comité de gestion d'école, ajoute que l'effectif est passé de 1500 à 700 à cause des problèmes. Tout le travail fait depuis 89 tombe à l'eau. On avait 1700, 1500, maintenant on a que 700 à Cheikh Touré, peut-être 600, 400 à Ablamer Khali. Donc chaque année c'est la déperdition. Les enfants de Ghana ne peuvent plus aller à l'école coranique, ils n'ont plus d'école coranique. Il ne reste peut-être que l'école communauté française. De grâce, sauvegardez nos écoles. Et il plaide pour que les travaux d'endiguement de la mer préservent les écoles de Guet-Ndar. Mais s'il vous plaît, contournez les écoles et les dispensaires. Parce qu'on contourne un baobab, on contourne une mosquée, on contourne une maison. Donc, de grâce, contournez les écoles et les dispensaires. Il ne reste que ça. Justement, une assemblée générale des parents accompagnés de leurs enfants est prévue pour voir la conduite à tenir face à ce problème. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Karhadan, c'est un village situé dans le département de Tivaouane. Ici, il n'y a ni école ni case de santé. Les populations demandent l'assistance de l'État. En ligne de caisse, Cheikh Anta Diop. Karhadan est une localité nichée au cœur du Cayor, dans la commune de Koul et à quelques kilomètres de Ngaïméré. Ici, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de difficultés. Accéder au village est un véritable parcours du combattant. L'accès est tellement difficile. D'ici la commune de Koul, ça fait 4 km. Si tu quittes Ngaï pour venir à Sibous, si tu viens ici, tu vas confronter à pas mal de problèmes pour accès à Kar. Donc, nous voulions qu'il y ait une route. Pire encore, le village n'a ni école, ni case de santé. Toute la communauté est aujourd'hui inquiète. Matika, porte-parole des femmes. Kar est un village qui compte pas mal d'enfants qui ont besoin d'éduquer. Il est impossible de parler de développement sans faire allusion à l'éducation. Et moi qui vous parle, je suis l'unique et la seule étudiante de ce village. Et ça, c'était à déplorer. C'est un village historique, c'est un village qui a marqué des pas. Donc, parler au nom de mes mamans. Donc, nous lançons un cri de cœur. Kar a besoin d'une case de santé parce que nous déplaçons 2 km pour partir à Koul. Et ça, c'est déplorable. Les femmes peuvent accoucher en cours de route ou bien peuvent avoir des problèmes. Des fois même naissent des bébés nés morts. Donc ça, nous le déplorons. Donc, à travers les infrastructures de base qu'on peut trouver un développement. Kar est un village qui est entouré de 7 villages. Il y a Koul, il y a Khalan, il y a Tcharoubey, Ngay Hassan. Karhadan est un foyer religieux. Chaque année, ce village draine des milliers de pèlerins à l'occasion d'un gamou annuel. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les conducteurs de 2 roues sont en train de payer un lourd tribut dans les accidents de la circulation. Beaucoup laissent leur vie dans les chocs avec les véhicules de transport en commun, aux particuliers. Piétons et automobilistes les accusent d'indiscipline, ce que les conducteurs de 2 roues ne veulent pas entendre. Un reportage de Salif Sow. Matinée animée et ensoleillée au rond-point Casbi. Ça roule dans les 4 sens. Dans la circulation se faufilent les motocyclistes. Des usagers de la route, pas comme les autres, déplorent cet enseignant. J'ai comme l'impression que les motocyclistes ne font pas partie de la circulation. Même lorsqu'ils sont devant des feux de signalisation, eux, pratiquement, ils ne se préoccupent même pas de ce signal. Donc le plus souvent, ils continuent leur course. Et pas seulement, l'imprudence des conducteurs de 2 roues poursuit les piétons sidérés va au-delà de la chaussée. Il y a le fait que des fois, ils peut-être descendent jusqu'à l'endroit réservé aux piétons pour effectivement peut-être continuer le trajet là-bas. Et bon, vous savez, comme vous le savez, cela peut aussi amener des problèmes, des incidents ou bien des accidents. Ce n'est ni plus ni moins que de l'indiscipline. Ahmed Ndiaye, automobiliste. Problème d'indiscipline, non. Parce que des fois, tu conduis sur la route une moto qui passe vers la droite, là où il ne devrait pas passer, ou bien de passer entre les deux voies. Et ça, c'est pas prudent du tout.
Non loin de cet agent de police qui régule la circulation, s'est garé un jeune conducteur de scooter. Il est âgé de 17 ans. L'adolescent est livreur. L'air pressé, il vague à ses occupations sans permis de conduire en poche, sans inquiétude non plus. Sur les cas d'accidents de la route mortelle dont ils sont souvent victimes, le motocycliste parle de responsabilité à deux sens. Les conducteurs de deux roues sont souvent verbalisés par la police pour pratiquement les mêmes motifs. Le défaut de catégorie occupe la première place de la longue liste des infractions commises. Salif Sow, Parcelles Assainies, Radio Futur Média. Faisons maintenant le point sur le marché. Le prix de l'oignon importé a grimpé. Surpris par cette hausse, les consommateurs attendent avec impatience l'arrivée de l'oignon local. Un reportage de Nafissa Toussila. L'oignon importé presque introuvable dans le marché. C'est le cas à Tilène. Le kilogramme est vendu entre 600 et 700 francs. Madame Fall, venue se ravitailler pour le mois, vient juste de découvrir les prix. Toute surprise. Ça coûte excessivement cher. 14 000 francs. Mais là aussi c'est cher. Mais on gère avec. Ibrahim Diagne habite à la Médina. Il fait régulièrement le marché pour son épouse tenancière d'une buvette. Il trouve le prix excessif et se dit surpris de cette augmentation subite. C'est-à-dire que le kilo est passé de 600 à 800. Le nouveau produit local n'est pas encore disponible sur le marché. Si vous quittez chez vous, vous mettez dans la tête que le kilo de l'oignon coûte 600. Vous venez jusqu'au marché, ça devient 800 francs, 200 francs de plus. Ça peut diminuer effectivement la ration. Pour lui, il sera difficile pour sa femme de s'en sortir. Ça impacte sur le prix de revient. Et là, vous ne pouvez pas augmenter le prix du final que vous vendez. Si vous vendez un sandwich à 600 francs, vous ne pouvez plus le vendre à 700. Or, là, proportionnellement, vous avez déjà payé 200 francs de plus sur 1 kilo. Cependant, l'oignon local fait timidement son entrée dans le marché et lui aussi reste cher selon ses vendeurs. L'oignon local n'est pas assez présent. Le stock d'oignons importés n'est pas complètement épuisé. Le sac de 25 kg d'oignon local se vend à 12 500 francs de kilogramme, vendu au détail à 600 francs, l'importé à 14 000. Les temps sont durs et les consommateurs préfèrent vraiment celui qui est moins cher. L'oignon local est attendu en abondance en mi-mars. Pour l'heure, les ménages se disent fatigués et espèrent être rapidement soulagés. En plus bref, le bras de fer continue à Grand Médine entre les vendeurs de poissons et la mairie. Le dialogue de sourds s'est définitivement installé. Cet après-midi, les vendeurs de poissons qui ne veulent pas la délocalisation de leur marché organisent un sit-in. Macky Sall en visite officielle à Banjul. Ce sera du 11 au 13 mars prochain. Ce déplacement du chef de l'État dans la capitale gambienne s'inscrit aussi dans le cadre de la tenue du Conseil présidentiel sénégalo-gambien qui a été mise en place lors de la visite officielle du président Adama Barrow au Sénégal en mars 2017. Nous reviendrons sur cela avec l'ambassadeur du Sénégal à Banjul, Salou Ndiaye. La suite de ce jour. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambaye. Rebonjour Antoine. Burkina Faso, conférence de presse de la procureure pour faire le point sur l'enquête. Elle a confirmé certains détails depuis les attaques de vendredi dernier. Par contre, d'autres comme le nombre d'assaillants sont faux. Il y avait 4 terroristes au lieu de 5 à l'état-major. L'enquête n'est pas encore bouclée. 8 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Ndeye Fatouli. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce sont 4 assaillants et non 5 comme on l'a cru un moment qui ont pris d'assaut le bâtiment. C'est bien par un bâtiment annexe de la chancellerie que les assaillants ont réussi à franchir l'un des murs de l'enceinte de l'ambassade de France. Après avoir tué le gendarme burkinabé en poste, ils ont aussitôt été stoppés dans leurs assauts par les gendarmes de l'ambassade soutenus par les forces burkinabées. Mais Sérémé, la procureure du Faso, ajoute que l'autre militaire burkinabé tué par les terroristes était un homme non armé qui quittait les services du consulat. 2 parmi les malfaiteurs sont arrivés en mobilette rouge, 2 autres en voiture Nissan Almera verte. Ces hommes étaient en civil, soulignent les enquêteurs, et portaient tous des bandeaux autour de la tête, sur lesquels étaient écrits des slogans en arabe. L'enquête se poursuit. 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, parmi lesquelles 2 militaires, un ex-militaire radié et 5 civils.
En Guinée-Bissau, Sorna, les sanctions économiques de la CEDEAO discutées avec le président Ouache. Le directeur général de la Banque de l'Afrique de l'Ouest a discuté avec José Mario Vaz. Les deux hommes ont parlé de la mise en œuvre des sanctions par les banques commerciales du pays, notamment le gel des comptes de ces 19 personnalités. Bissau Nouamankali. Nouamankali n'est pas en place. Peut-être on y reviendra. Oui, un peu plus tard. Un peu plus tard, on poursuit. Noa est en place, Antoine, et nous l'écoutons. Romulu Piris a fait ses déclarations à la fin des rencontres avec le président de la République José Mario Vaz, soulignant que le chef de l'État voulait connaître la situation réelle du niveau d'exécution de ces sanctions par les banques commerciales du pays. Piris a ajouté qu'il a fourni toutes les informations nécessaires au chef de l'État sans entrer dans les détails ou confirmer que son institution est déjà en train de respecter ou non les exigences de la CEDEAO. Quant au porte-parole de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Philomène Loubou de Pina, a déclaré que leur rôle dépasse le cadre de cette question et c'est ce qu'ils ont transmis au chef de l'État José Mario Vaz. Quant au ministre de l'économie et des finances, Jean-Aladi Mamadou Fadia, qui est également reçu par le chef de l'État, a expliqué qu'il a discuté avec le président José Mario Vaz à cette réunion la position des banques face aux sanctions imposées par la CEDEAO contre les 19 personnalités politiques bissau-guinéennes. Par ailleurs, le ministre des Finances, Fadia, a confirmé que certaines personnalités ont déjà leur compte gelé dans le système bancaire, ajoutant que c'est sur cette base qu'il a été convoqué par le président de la République José Mario Vaz pour savoir ce que son ministère a fait sur cette question. Répondant à la presse, Jean-Aladi Mamadou Fadia a répondu qu'il a informé au chef de l'État avoir reçu une lettre de la part de la CEDEAO et que son institution ne peut rien y faire pour éviter le gel des comptes. Nouamankali Bissau, RFM. Côte d'Ivoire, le PDCI aura bien un candidat à la présidentielle de 2020. Et c'était prévisible, Antoine. Depuis quelques mois, ce parti allié de la mouvance présidentielle revendiquait son indépendance. Les camarades d'Henri Konan Bédié ont un objectif clair, revenir aux affaires, mais pas seulement en tant qu'allié, comme ce fut le cas avec Alassane Ouattara. Adi Aminata Diouf. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié prévoit un grand rassemblement samedi à Yamoussoukro pour faire passer ce message fort que les militants du PDCI veulent entendre. Le grand allié du président Alassane Ouattara présentera un candidat à la présidentielle de 2020, estimant que le projet d'un parti unifié n'est pas à l'ordre du jour. Amédée Dibahi Dodo, responsable du réseau des cadres PDCI, a affirmé à l'AFP qu'il compte revenir au pouvoir en 2020. Sur ce, une rencontre est organisée et 10 000 personnes sont attendues. Le PDCI est allié au Rassemblement des Républicains, parti de Ouattara, depuis l'élection à la présidence d'Alassane Ouattara en 2011. Selon la Constitution, Ouattara, qui effectue son deuxième et dernier quinquennat, ne pourra pas se représenter à la présidentielle de 2020 et la course à sa succession est déjà ouverte. Cette alliance, qui devait aboutir rapidement à un parti unifié en vue de la présidentielle de 2020, avait permis en 2015 la candidature unique d'Alassane Ouattara et sa première élection en 2011. Toutefois, cette volonté de fusion des deux partis voulus par Ouattara n'a pas abouti ces 2 dernières années en raison de réticences au sein de son propre parti comme au sein du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de nombreux courants estimant qu'il faut un candidat par parti à la présidentielle. Sierra Leone, les citoyens se rendent aux urnes pour choisir un nouveau président. Ernest B. Koroma va céder le pouvoir après 10 ans. Plus de 3,1 millions d'électeurs vont donc choisir son successeur parmi les 16 candidats en lice. La présidentielle a été couplée aux législatives et aux communales. Les premiers résultats partiels sont attendus dans les 48 heures et les résultats complets dans un délai maximum de 2 semaines. Les favoris sont le candidat du parti de Bekoroma, le Congrès de tout le peuple APC et celui du parti du peuple de Sierra Leone SLPP, principale formation d'opposition. D'ailleurs, les deux partis se sont succédés au pouvoir depuis l'indépendance en 1961, Antoine. Merci, Sorna Natambay. Finalement, c'était le tour de l'Afrique et non du monde. Oui, l'Afrique de l'Ouest, exactement. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur la détresse des élèves due au mouvement de grève des enseignants
Pour en parler donc, nous aurons Maurice Varor, inspecteur de l'enseignement à la retraite, et Tambangom, coordonnateur de l'antenne de la COSIDEP à Diourbel. RFM Sport. Cher Diane, bienvenue. Merci à vous, Antoine. Mondial 2019. Mondial de football, oui. Aliou Cissé lâche une liste de 30 joueurs pour les matchs de préparation à venir. Vous êtes nostalgique de 2002. 2002, justement. Ah oui, 2002, sans faire attention, Antoine. Donc, on y va. Voilà. Ce lapsus est révélateur. Donc, pour parler de cette liste, le sélectionneur national, Aliou Cissé, était en conférence de presse ce matin au siège de la Fédération sénégalaise de football. Vous l'avez dit, une liste de 30 jours. Et on note des nouveautés. Une nouveauté, c'est celle de Santé Agne, donc le sociétaire du FC Nantes. Aussi des retours, de grands retours, tels que celui de Baye Omar Niasse, Armand Traoré, Papi Misson Djilabodji, Papa Ndiaye Soare, entre autres. Sode Thiam était donc à la conférence de presse au siège de la Fédération sénégalaise de football ce matin. Une liste de 30 joueurs où l'on note de grands retours, comme celui d'Armand Traoré, de Papi Djilabodji, Pape Ndiaye Soare, entre autres, mais aussi la présence d'un nouveau joueur, Santingom. Aliou Cissé donne les raisons de ses renforts. Santingom, c'est un jeune joueur qui évolue à Nantes. Je crois qu'il fait de très bonnes choses, il a une marge de progression. Concernant les retours, comme vous savez, on a quand même pas mal de blessés, surtout sur notre côté gauche, où Saliou est blessé, où Adama aussi est blessé. Je crois que c'était l'occasion de faire revenir Pape Soiré et Armand. Il n'est pas loin, en tout cas, de sa forme optimale. Armand, c'est pareil. Armand a connu aussi des moments difficiles en club. Papi Djilabodji, c'est la même chose. Beaucoup de choses ont été dites. Mais je crois qu'aujourd'hui, welcome back. Bienvenue. Dans cette liste, on note la présence de 4 gardiens de but. Et il y a un souci à ce niveau. La plupart d'entre eux ont un temps de jeu réduit. Mais le sélectionneur, conscient de la situation, compte prendre des mesures idoines. Un cas qui m'inquiète, oui, énormément. Et avec Tony, on ne cesse d'en parler. Khadim qui joue avec Auréa. Et puis le reste, Pape Seydou aussi qui joue ici dans le championnat. Mais le reste, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Abdoulaye ne joue pas beaucoup. Alfred, c'est pareil. Bon, comme je le dis, à ce poste-là aussi, on a d'autres possibilités. Nous sommes en train de regarder d'autres joueurs. Le regroupement des Lions est prévu le 19 mars à Paris avant de rallier le Casablanca pour le premier match amical contre l'Ouzbékistan le 23 mars et la Bosnie-Herzégovine le 27 du même mois au Havre. Le Sénégal donc qui prépare le mondial 2018, cher Tidiane. Et juste pour revenir donc sur ces dates des rencontres, 23 mars Sénégal-Ouzbékistan, avant de croiser donc 4 jours après l'équipe de la Bosnie, c'est prévu pour le 27 mars, le Sénégal donc qui se prépare pour le mondial prévu au courant du mois de juin. C'est en Russie, Antoine. Compétitions africaines, les regrets du représentant sénégalais. Parce que oui, Génération Foot a frôlé de peu l'exploit hier à Conakry en 16e de finale allée de la Ligue des Champions. Les académiciens ont concédé la défaite en toute fin de partie contre le Oroya Athletic Club sur un deuxième but contre son camp, signé son capitaine Sidi Bara Diop. Mais on ne désespère pas du côté des Sénégalais pour franchir l'obstacle guinéen. Amdi Lamine Conté, le buteur de Génération Foot lors de cette confrontation. On pouvait espérer mieux dans ce match parce que quand on a vu Auréa jouer, ils n'avaient pas d'argument pour nous gagner, quoi. Mais bon, ils ont marqué, je peux dire, 2 buts chanceux. Sur le deuxième but, je peux dire que c'est un but chanceux. Mais bon, c'est les réalités du foot. À nous de nous ressaisir et Inch'Allah, de nous qualifier au match retour, Inch'Allah. Je demande au peuple sénégalais de venir en masse, comme le font les Guinéens ici, au stade, parce qu'ils sont venus en masse pousser leur équipe. Aussi, je demande aux Sénégalais de venir en masse, parce que je sais qu'ils peuvent le faire. Et Inch'Allah, de nous pousser vers la victoire. Et Inch'Allah, de nous pousser aussi pour vaincre le signe indien. Parce que ça fait depuis 2 ans, ce sont les lauréats qui nous éliminent. Je lance un appel à tous les Sénégalais. Je leur demande de venir nous soutenir le 17, Inch'Allah, pour qu'on puisse nous qualifier. Il y en a marre donc de Auréa, qui punit à chaque fois donc les clubs sénégalais et c'est dans les possibilités en tout cas de Génération Foot de renverser la tendance et de se qualifier pour le prochain tour des compétitions africaines. Notez que le match retour est prévu pour le 17 mars prochain ici même à Dakar, Antoine.
En Europe, suite ce soir des 8e de finale retour de la Ligue des Champions. 2 rencontres sont au programme à partir de 19h45, celles que vous pouvez suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. C'est la rencontre devant opposer Tottenham à la Juventus de Turin, où il y a beaucoup plus de suspense. Lors de la manche aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul, 2 buts partout. Manchester City, qui semble prendre en tout cas le boulevard après avoir battu l'FC Bâle 4-0 lors de la manche aller, donc accueille les Suisses. Nous parlons du Real Madrid qui a éliminé hier définitivement donc le Paris Saint-Germain de la compétition en se qualifiant pour les quarts de finale, tout comme Liverpool de Sadio Mané. Et puis Antoine, nous allons terminer avec la lutte dimanche prochain, donc le combat attendu entre Boignan numéro 2 et Sakiès. Aujourd'hui, ce sera au tour du frère de Balaguer de faire face à la presse. Il affronte donc Boignan dimanche prochain, donc au stade de Léopold Sédar Senghor. Boignan, que vous avez entendu lors de nos précédentes éditions, c'était hier à l'occasion donc de son open press. Il a promis de donner des coups durs à Sakiès et nous attendons de près la réponse de Sakiès. Oui, merci cher Tidiane Diagne pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. La démocratie souvent semble s'essouffler. Pourquoi ? La relecture de quelques pages de Samuel Huntington, l'auteur de Troisième Vague, peut nous conduire à redouter ce qu'il qualifie de reflux de la démocratisation. De quoi s'agirait-il ? Du passage ou de la transition d'un système politique démocratique à un système autoritaire. Ce changement, bien entendu, obéit à des causes diverses. Par exemple, l'abandon par mépris et dégradation par l'autorité de valeurs démocratiques déclassées et qualifiées d'infantiles, rétrogrades, dangereuses. Conséquence, la plupart des élites se conforment aux nouvelles règles définies comme porteuses de progrès. Ce mouvement, joint à la fois des actes de gouvernance et des déclarations populistes de gauche et de droite, créant ainsi une confusion dans l'esprit des citoyens ordinaires. Toutes ces différences rassemblées dans le même moule dirigeant peuvent en effet paraître crédibles. Peu à peu se forme l'idéologie nationaliste, protectrice de l'ordre nouveau, du droit et de la morale renormée. Ce processus d'autolégitimation confère à ces acteurs une autorité absolue, du moins à leurs yeux. Les lois se défont, se refont, les institutions se reformulent, leurs missions sont redéfinies, réorientées. Et vogue la Nouvelle République. RFM, la presse du jour. La presse du jour passée en revue par Georges Detchediop. De l'abus, ça en a tout l'air. Et Source A livre la vérité sur le discours d'Idrissa Seck à l'Assemblée générale du réseau libéral africain. Le discours, ou le soi-disant discours, avait un écho retentissant à Dakar. Les journaux faisaient état d'attaques contre Macky Sall par le patron de Réumi qui, par la même occasion, aurait pris la défense de Khalifa Sall. Un problème, tout ne se serait pas passé comme raconté. Source A parle de grande duperie. Pour cause, le journal affirme qu'Idrissa Seck s'est exprimé lors d'un atelier alors que beaucoup croyaient qu'il avait fait sa sortie en plénière. Et dans son speech en anglais, l'ancien premier ministre n'a jamais prononcé le nom de Khalifa Sall, encore moins ne l'a défendu comme prétendument annoncé. Aussi, ajoute le journal, Idrissa Seck, dont le discours a été écourté parce qu'arrivé en retard, n'a pas énoncé le nom de Macky Sall qu'il a rebaptisé maoïste, même s'il s'en est pris au ministre de l'Intérieur. Source A nous apprend aussi que, lors de cette rencontre, Maître Djibril War a prôné la création d'une direction autonome des élections diversement constituée, puis a lapidé, à sa façon, les homosexuels et les lesbiennes. Et ce matin, c'est la voix du président qui est très audible dans l'Observateur qui titre Hamidou Kastou. Il s'agit bien sûr de El Hadj Hamidou Kassé qui a accordé une interview à l'Observateur. Quelques passages à la page de titre du journal. Le ministre chargé de la communication de la présidence affirme qu'il n'y a ni gourou ni sorcier noir ou blanc au palais et que le président Sall prend très au sérieux la présidentielle de 2019. El Hadj Hamidou Kassé qui reconnaît par ailleurs l'existence des luttes de positionnement, mais à son avis,
la majorité saura les dépasser. Retour sur le non-lieu de la CREI à Aïdandiong. Le quotidien LAS indique que l'ancienne sénatrice libérale n'est pas encore sortie de l'auberge. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a indiqué que la décision rendue par la commission d'instruction de la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, ne remet pas en cause celle rendue par la Cour suprême contre Aïdandiong qui a été définitivement condamnée pour escroquerie et détournement de deniers publics. La Cour suprême, ajoute-t-il dans l'AS, a déjà ordonné la confiscation des biens de Aïdandiong. C'est le journal Le Quotidien qui en a parlé hier. L'enquête française sur le Falcon 50 loué par Karim Wade. Et ce matin, dans sa livraison du jour, Libération révèle qu'une commission rogatoire internationale a été envoyée à Dakar par le juge français. Selon le journal Libération, l'information judiciaire a été ouverte depuis plus de 3 ans. Ce malaise à Touba, plus de 100 millions de francs CFA volés chez le Khalif, 130 millions. Une révélation du journal Le Quotidien. Selon mon confrère, l'argent emporté provient des hadiyas des talibés établis au Burkina Faso. Un lieu à surveiller, le parking du stade Léopold Sédar Senghor où le préfet a sifflé la fin de l'anarchie. Selon Vox Populi qui parle d'une tension en vue, il a demandé aux occupants du parking et du garage des Ndiaganyay de quitter les lieux au plus tard le 10 mars à 17h. Et au-delà de l'ultimatum, les récalcitrants seront délogés par les forces de l'ordre. À la une de Enquête, Youssou N'Dour et les différents régimes lutte de pouvoir. Quand Enquête parle du chanteur Youssou N'Dour, c'est pour évoquer un redoutable homme d'affaires qui sait flairer les bons coups. Le journal souligne qu'en business comme en politique, il se soucie peu des sentiments. Et sous Diouf, Wade et avec Macky Sall, il a su préserver ses intérêts aussi bien financiers que stratégiques. Sport à présent, Aliou Cissé publie aujourd'hui la liste des Lions pour les matchs amicaux des 23 et 27 mars. Déjà, Record annonce le retour de Pape Seydou Ndiaye du Giraffe de Dakar et la première convocation de Santingom de Nantes en France. Et pour terminer cette information qui fait froid dans le dos à la une de l'Observateur. À Tambacounda, au quartier abattoir, une sourde muette enceinte de 8 mois enlevée puis violée. Elle a été découverte en piteux état dans un bâtiment en construction. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la détresse des élèves, détresse due au mouvement de grève des enseignants. Ils disent qu'ils veulent étudier. Ça fait pitié quelque part. Alors, nous avons en ligne deux intervenants pour commenter tout cela. Maurice Ndenevaror, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes inspecteur de l'enseignement à la retraite. Nous avons également en ligne Tamba Ngom. Bonjour Tamba. Bonjour Antoine. Vous êtes le coordonnateur de l'antenne de la COSIDEP à Diourbel. Alors, quel sentiment, Maurice Ndenevaror, vous habite quand vous entendez ces élèves dire qu'ils veulent étudier? Sentiment d'inquiétude et aussi de pitié. J'ai pitié des élèves. Je suis inquiet pour l'école sénégalaise. Voilà. Cette école qui va mal. Alors, il faut sans doute de grands remèdes aux grands mots. Bon, je ne dis pas que l'école va mal. Je dirais qu'elle se sent mal. Je fais la différence. Elle ne va pas mal, cette école? Elle se sent mal, mais elle ne va pas mal. Alors, aujourd'hui, vous êtes sans doute préoccupé par ce qui se passe, n'est-ce pas? Comment parvenir à des solutions entre enseignants et gouvernement? Entre enseignants et gouvernement, vous savez, quand il y a conflit, il faut situer les deux parties, étudier la situation de chaque partie, voir le fond du problème qui les oppose et pouvoir proposer des solutions. On connaît déjà les problèmes. Le non-respect des accords signés, comme disent les enseignants. Oui, des accords signés que l'État doit respecter. Je crois que ça, c'est la litote. Si les accords sont respectés, je crois qu'il n'y aura plus de problème. Mais il faut aller au fond de ces problèmes-là, les accords, ces accords. Pourquoi ils ne sont pas réglés? Moi, c'est ça mon problème. Pourquoi l'État ne règle pas ne respecte pas ces accords? Donc, il faut que l'État tienne un langage de vérité aux Sénégalais. Je ne dis pas seulement aux syndicalistes, mais aux Sénégalais. Très bien. Où se trouve le blocage? À quel niveau? L'État, c'est la pérennité, n'est-ce pas? Et l'État est pérenne. Et quand un État s'engage, ce n'est pas un problème de régime, c'est un problème d'État.
De façon globale. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, une école en crise Tamba Ngom, c'est le cas de le dire, des enseignants en grève comme c'est la situation qui prévaut d'ailleurs depuis quelque temps, un gouvernement accusé de n'avoir pas respecté ses engagements, je le disais tout à l'heure avec Maurice Ndenvaror, notre école va mal, alors il dit que notre école se sent mal et tout cela suscite la détresse chez les élèves en tout cas. Quel est votre point de vue sur cette situation jugée très préoccupante? Voilà, merci beaucoup Antoine. J'ai dit bonjour au doyen Maurice Ndenvaror, que j'ai connu au lycée Demba Diop. Bon, c'est dire que comme lui, l'école ne va peut-être pas mal, mais elle se sent très très mal. Et le sentiment le plus partagé aujourd'hui, surtout pour nous la COSYDEP, c'est un sentiment effectivement de pitié, de détresse comme ces parents d'élèves et ces potages qui ne demandent qu'à aller à l'école. Oui. Et ces parents qui, chaque matin, sont obligés de voir les élèves qui partent à 8h moins, mais qui reviennent 1 heure après. Et le principal problème, il l'a soulevé, c'est le non-respect des accords. Et nous, au niveau de la COSYDEP, ce que nous avons toujours dit, et ça, depuis les assises de l'éducation et de la formation, c'est que l'engagement que les deux parties prennent, elles doivent toujours les respecter. Malheureusement, aujourd'hui, c'est presque un dialogue de sourds. L'État qui dit qu'il a respecté ses accords jusqu'à un certain niveau, les syndicats disent que non, les accords ne sont pas respectés, parce que si c'était le cas, aujourd'hui, ils n'en seraient pas là. Maintenant, il l'a dit, je pense que ce qu'il faut, surtout aujourd'hui, c'est de communiquer. Si l'État est sûr d'avoir respecté les accords jusqu'à un niveau respectable, je pense que ce n'est pas par presse interposée que le problème sera résolu. Est-ce que vous craignez qu'on en arrive à une situation d'impasse? Bon, c'est presque ce que nous sommes en train de vivre, parce que à chaque fois, c'est des communiqués, c'est des sorties médiatiques de part et d'autre, mais on ne voit pas depuis la dernière rencontre une autre rencontre qui est ébauchée. Donc aujourd'hui, ce que nous croyons être peut-être le palliatif, c'est que ces deux parties aillent encore autour d'une table. Et que l'État qui dit qu'il a respecté, qu'il dise à ses enseignants et à toute la communauté sénégalaise que voici exactement ce que j'ai fait. Les syndicats vont dire que voici ce que nous voulons. Et si on se rappelle un peu, le point d'achoppement, tout le monde le sait, c'est par exemple l'indemnité de logement. Oui. Il y a quelque chose que l'État a proposé. Je pense que les syndicats ont une contre-proposition. Mais cette contre-proposition ne se fera pas dans la presse, ne se fera pas dans la rue. C'est autour d'une table que cette proposition peut être faite. Et je pense qu'il est grand temps que les syndicats fassent cette contre-proposition en face du gouvernement et que le gouvernement leur dise exactement ce qu'il peut faire. Et on passe à autre chose. Et on passe à autre chose. Très parce bien. que les enfants sont en train de partir de cette situation. C'est notre système qui est en train de partir de cette situation. En tout cas, ils sont inquiets. Merci. Je vous retrouve tout à l'heure pour conclure. Maurice Ndenvaror, nous sommes à 3, voire 4 mois de la fin de l'année scolaire. La situation est toujours là, difficile quand même. Mais de façon globale, quel espoir pour l'avenir de l'école sénégalaise qui végète encore dans des difficultés malgré les remèdes qui ont été proposés? Je fais allusion aux dernières assises de l'éducation, au paquet, que sais-je encore. Maurice Ndenvaror. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'école sénégalaise se sent mal, mais elle va bien. Je faisais partie des assises de l'éducation et de la formation. J'étais membre du comité national du pilotage, membre du bureau. Oui. Et donc, j'ai suivi. Et au King Fahd, le président de la République a validé les recommandations. Alors, on commence à appliquer ces recommandations. Moi qui vous parle actuellement, je suis à Fafakourou, à 45 km de Kolda, actuellement au moment où je vous parle, en train de faire les diagnostics participatifs communautaires. Parce que l'État du Sénégal s'est engagé à généraliser d'ici quelques années l'entrepreneuriat, le goût au travail aux enfants des collèges. Ceci pour dire que donc l'esprit des assises de l'éducation et de la formation est respecté. Maintenant, là où ça achoppe, c'est ce problème entre l'État et les syndicats. Comme l'a dit mon confrère de la COSYDEP là, il faut que les gens s'asseyent de nouveau à la table de négociation autour d'une table et qu'ils puissent négocier. Que l'État dise, voici ce que je peux faire vraiment. Vous avez beau vouloir me tirer à la gorge pour m'égorger, mais voici ce que je peux faire. J'avoue. Quand on avoue sa faiblesse, ce n'est pas une faiblesse, ça devient une force.
Et ce matin, j'ai entendu mon ami Fatih, que je connais très bien, que j'ai pratiqué à Ziguinchor, qui dit qu'il ne va plus négocier avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça fait peur, ça. Je dis à mon jeune frère Fatih, s'il m'entend, il faut qu'il revienne à la table de négociation. Il ne faut jamais bouder. Et j'invite en même temps tous les autres syndicalistes qui sont dans cette position à revenir à la table de négociation. Et aussi à l'État d'être raisonnable. Très bien. Nous ne mettons pas toujours à travers la presse tout ce qui se dit en négociation. C'est vrai, c'est difficile de vous échapper maintenant, vous êtes très bien enseigné. Merci. Mais je ne vous jette pas la pierre, mais je dis qu'il faut que l'État retourne à la table de négociation avec les syndicats. Oui. Et que cette fois-ci, que les décisions prises, les accords conclus, qu'on puisse les respecter. Merci. Merci Maurice Ndenevaro, inspecteur de l'enseignement à la retraite. Tamangom, on termine avec vous rapidement. Voilà. Est-ce qu'on va vers une école ou un enseignement au ras de pâquerette? Une école au rabais, vu la situation? Bon, l'on serait tenté de le dire. Quand à chaque année, le quantum horaire doit être écorné, etc., mais dites-vous bien, je l'ai dit l'année dernière, par exemple, quand les résultats aux examens sont très mauvais, les élèves deviennent moins performants, mais c'est parce qu'il y a des aptitudes qui devraient être installés depuis un certain niveau et qui ne l'ont pas été. Par exemple, prenez l'exemple d'un élève qui, depuis la 6e, connaît ses mouvements de grève. Il arrive en 3e ou il arrive en terminale, il aura raté au moins, si vous faites le cumul, toute une année. Oui. Et donc, du coup, toutes ces aptitudes qu'il devait avoir ou qu'elle devait avoir, il ou elle ne les a pas. Donc, au finish, le niveau qu'il devait avoir en 3e, il ne l'aura jamais. Donc, un élève arrivé en 3e peut avoir un niveau d'un élève de 5e. Donc, du coup, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est l'enseignement au rabais, c'est le niveau des enseignants, des apprenants qui va baisser, qui a subi un sacré coup. Merci. Donc, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, qu'on aille vers quelque chose de très sérieux. Oui. Parce que l'éducation, c'est très sérieux, l'enseignement, c'est très sérieux. Il faut que les gens se retrouvent, comme l'a dit tout à l'heure mon doyen, très bien, autour d'une table et règle le problème pour de bon. Tamangom, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'antenne de la COSIDEP à Diourbel. C'est fini pour Point de Vue. Quelques infos météorologiques avant de vous quitter. Un ciel clair va prédominer sur le pays ces prochaines 72 heures. Le rappel de quelques titres. Khalifa Sall, 1 an de prison ce 7 mars. Ses partisans appellent à un grand rassemblement cet après-midi à l'hôtel de ville de Dakar. Sur place, l'on attend une issue heureuse du procès de l'édile de la capitale. Karim Wade, État du Sénégal. L'ancien ministre d'État a porté plainte pour détention arbitraire auprès du tribunal de grande instance de Paris. C'est son ancien chef de cabinet qui l'a révélé. Du tintamarre politicien, c'est le qualificatif que Benoît Sambou donne aux multiples sorties d'Idrissa Seck qui s'en prend au régime de Macky Sall. À propos de la déclaration de Youssou Ndour, le responsable apériste de Ziguinchor pense que le président de Féké Mathibolé n'a jamais été en contradiction avec la mouvance présidentielle. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop, réalisation El Hadj Ndiogou Diène, Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, El Hadj Ndiogou Diène pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Dialgati Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. RFM.